La calligraphe avait inscrit mon nom en lettres d'or sur le marque-place. Elena Russo, organisatrice de l'événement, pas Madame Chen, ni de la famille du marié, ni même invitée. Patricia Chen se tenait près de la table d'honneur, son sourire acéré comme du cristal. « Oh, ma chérie, je pensais que tu préférerais aider ce soir. Tu es si douée pour l'organisation. C'est presque ton métier, non ?» La table des épouses et des conjoints comptait exactement 8 couverts. 8 chaises, 8 noms soigneusement calligraphiés à l'encre dorée. Le mien n'y figurait pas. Mon marque-place était posé sur un porte-documents près de l'entrée de la cuisine, à côté d'une pile de planning imprimés et de fiches de contact des prestataires. Marcus me serra la main sous l'arche, d'une voix basse. « Fais comme si de rien n'était, Elena. C'est la soirée de Lily. Ne fais pas d'histoire. » Je regardais mon mari, après 6 ans de mariage, son regard suppliant, et la façon dont il avait déjà commencé à reculer vers la table familiale, vers le siège vide entre sa mère et une femme que je n'avais jamais rencontrée avant ce soir. Une femme dont la robe coûtait plus cher que mon crédit auto, dont le rire résonnait sur la terrasse comme un carillon, dont la main effleura le bras de mon mari avec une familiarité presque forcée. Je pris le bloc-notes, mais ce n'était pas pour vérifier le plan de table. Je vérifiais les papiers de propriété que j'avais classés le matin même. 3 mois plus tôt, j'avais retrouvé le courriel. Rien d'extraordinaire. Pas de texto mystérieux à minuit. Pas de rouge à lèvres sur un col. Juste une conversation par erreur que Marcus avait oublié de supprimer de notre iPad familial. Je cherchais une recette quand je l'ai vue. 3 mois d'échange entre Patricia, Lily et Marcus. Des plans, des intrigues, des discussions sur moi comme si j'étais un problème à gérer. Elena peut s'occuper des derniers détails que Patricia a notés. Occupez-la, sinon elle va nous embarrasser devant la famille Sterling. Les parents de Jonathan doutent déjà de notre position depuis le décès de ton père. Lily rétorqua. Elena porte vraiment cette robe à la répétition? Tu peux lui dire de se changer? Véronica est tellement plus appropriée. Au moins, elle comprend notre monde. Marcus a tous les 2. Ne vous inquiétez pas, je m'occuperai de tout après le mariage. V sait qu'elle doit se faire discrète pour l'instant. Il faut juste tenir le coup cette semaine. Disquimbu contient 2 prostins dans les médaires lors de l'événement MOS. Véronica Wong, la fille de la plus vieille amie de Patricia. La femme que Marcus rencontrait pour des séances de stratégie tardives tous les vendredis soirs depuis 8 mois. Je suis restée assise dans mon bureau à domicile jusqu'à l'aube cette nuit-là, fixant cette chaîne de mai. Mes mains tremblaient, mon estomac se nouait. Une partie de moi voulait crier, jeter des choses, appeler ma mère et sangloter. Au lieu de cela, j'ai appelé David Kim. David était l'associé principal qui m'avait encadré pendant mes études de droit. Celui qui m'avait appris que les meilleurs avocats ne laissent jamais leurs émotions obscurcir leur stratégie. Que les preuves recueillies sous le coup de la colère étaient souvent irrecevables. Que la patience était une arme. Elena, sa voix était rauque de sommeil lorsqu'il a répondu à 6 heures du matin. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai besoin de monter un dossier, ai-je dit. Un dossier très complet. J'avais appris au tribunal qu'il fallait les laisser s'engager pleinement avant de présenter des preuves. Plus ils prendraient confiance en eux, plus la chute serait dure. Et j'avais besoin qu'ils soient absolument certains d'eux. Alors, pendant 3 mois, j'ai joué la belle-fille parfaite. Je souriais au pic de Patricia sur mes origines modestes de Brooklyn. Je riais quand elle me présentait comme la première femme de Marcus lors des soirées, sous-entendant qu'il y en aurait d'autres. J'assistais à toutes les réunions de famille, je portais les robes qu'elle me suggérait, je restais discrète et je me faisais toute petite. Chaque sourire était consigné. Chaque témoin noté, chaque humiliation soigneusement enregistrée dans un dossier qui s'épaississait de semaine en semaine. On ne peut pas parler de harcèlement si on n'a pas d'abord essayé de se montrer aimable. On ne peut pas prouver un comportement sans définir ce qui était normal. Je ne me laissais pas faire. Je constituais un dossier en béton. L'équipe d'enquêteurs de David travaillait discrètement. Les relevés téléphoniques montraient que Marcus se trouvait tous les vendredis soirs pendant 8 mois, toujours dans le même hôtel de charme à Manhattan. Des relevés de cartes de crédit à son nom, attestant de paiement pour des cadeaux que je n'avais jamais reçus. Des bijoux, des dîners, un week-end à Cabo qu'il m'avait présenté comme une escapade golfique en solitaire. Mais ce n'était pas suffisant. Il me fallait plus qu'un divorce.
Il me fallait un moyen de pression. Creuse plus profondément, ai-je dit à David. Il y a toujours plus à découvrir. Et c'était le cas. La fondation caritative de Patricia, la Fondation Chen pour l'éducation artistique, était sa fierté depuis 20 ans, dont déductible d'impôts, financement, bourse d'études, programme de galerie. Elle avait bâti toute sa position sociale là-dessus. L'expert comptable de David a découvert les irrégularités en 3 semaines. 200 000 $ sur 5 ans, détournés par des sociétés écrans. Des paiements à des consultants fictifs. Des remboursements pour du matériel de programme jamais livré. Tout cet argent retournait sur les comptes personnels de Patricia. Elle détournait des fonds de sa propre fondation. C'est suffisant pour porter plainte, a dit David en faisant glisser le rapport sur son bureau. Mais Elena, es-tu sûre de vouloir aller aussi loin? Une fois que tu auras déposé cette plainte auprès du fisc, il n'y aura plus de retour en arrière. J'ai repensé à la conversation par email, aux insultes dont j'avais été victime, au regard que Marcus posait sur Véronica sur les photos de famille de Noël dernier, sa main sur sa taille d'une manière qui m'était autrefois réservée. Classe ça, me suis-je dit. Dès que j'ai confirmé la liaison, j'ai ouvert un compte bancaire séparé. Mes salaires ont été transférés sur ce compte dès le lendemain. On ne peut pas partir si on n'en a pas les moyens. L'indépendance financière n'est pas seulement une question de bon sens, c'est une question de survie. Le contrat prénuptial que Marcus m'avait fait signer 6 ans plus tôt. Je l'avais fait examiner par mon propre avocat dans les 24 heures suivant la découverte de cet email. Ne signez jamais rien sans l'avis d'un avocat indépendant, nous avait répété sans cesse notre professeur de droit des contrats à la fac. Il s'est avéré que l'avocat de la famille de Marcus avait été négligent. Le contrat prénuptial n'avait pas été dûment notarié. Les signatures des témoins dataient du même jour, mais provenaient d'états différents. Notre expert en écriture a confirmé qu'elles étaient falsifiées. Le document entier était invalide, ce qui signifiait qu'à New York, nous devions envisager un partage équitable à parts égales. La moitié de l'héritage de Marcus, la moitié de son fonds de fiducie, la moitié des actions de l'entreprise familiale qui lui avait été offerte lors de notre mariage. J'ai tout documenté. Capture d'écran, courriel, enregistrements étaient légaux. Des SMS prouvant que Marcus annulait nos projets d'anniversaire pour des réunions de portefeuille d'urgence qui se sont avérées être des dîners avec Véronica. Des photos des images de vidéosurveillance de l'hôtel que l'enquêteur de David avait obtenues légalement par voie de citation à comparaître. La mémoire s'estompe. Les preuves, elles, demeurent. À l'approche du dîner de répétition de Lily, je disposais de 3 mois de preuves irréfutables. J'avais des comptes bancaires à mon seul nom. J'avais une équipe juridique prête à intervenir, et il me restait une pièce du puzzle sur laquelle je travaillais discrètement. Le Sterling Heights Country Club était le refuge de Patricia depuis 30 ans. Son défunt mari en était un membre fondateur. Son nom figurait sur la plaque de bronze à l'entrée principale. Elle y recevait ses invités tous les dimanches, comme une reine, et accordait des audiences. Mais l'adhésion de la famille Chen était arrivée à échéance 2 mois auparavant. Les adhésions successorales peuvent s'avérer complexes après le décès du titulaire principal. Le nom du défunt mari de Patricia figurait sur le compte. Après sa mort, le club lui avait proposé de conserver son adhésion, à condition de s'acquitter à nouveau de la totalité des frais d'inscription, soit 250 000 $. Elle avait tenté de reporter le paiement, invoquant son engagement caritatif et les antécédents familiaux. Le club s'était montré patient mais inflexible. Payer avant la date limite, sinon l'adhésion serait proposée aux personnes sur liste d'attente. Patricia avait dépassé la date limite de 3 jours. Ce n'était pas mon cas. Mon cabinet d'avocats venait de finaliser une importante fusion. Ma prime était conséquente et je constituais discrètement mon propre portefeuille d'investissement depuis des années, à l'insu de Marcus. Une fille de Brooklyn apprend très tôt qu'il ne faut jamais compter sur l'argent d'autrui. L'adhésion au club a été mise aux enchères parmi les membres les plus méritants. J'ai soumis mon offre par le biais d'une société écran, soigneusement structurée pour que mon nom n'apparaisse sur aucun document préliminaire. J'ai remporté l'enchère. Puis, le matin du dîner de répétition, j'ai transféré l'adhésion à mon nom. Alors, ce vendredi soir-là, quand je me suis retrouvé à l'entrée de Sterling Heights, observant Patricia qui trépignait d'impatience, Marcus rire avec Véronica, et voyant mon marque-place m'indiquer un bloc-notes plutôt qu'une chaise, je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Cet endroit m'appartenait désormais. Au sens propre du terme.
Mon statut de membre principal me donnait le dernier mot sur la liste des invités, l'autorisation des événements et la conduite des membres. Chaque personne présente dans cette salle était là parce que j'avais approuvé l'autorisation ce matin même. Patricia s'est approchée d'un pas décidé tandis que je prenais le bloc-notes, son sourire mielleux. « Elena, ma chérie, je t'ai confié la coordination avec le traiteur. Assure-toi que tout se déroule sans accroc, d'accord? Cet événement doit être parfait. » « Bien sûr, ai-je murmuré. Elle s'est penchée plus près, baissant la voix. « Et ma chère, à propos de ta robe. Elle te ressemble beaucoup, mais elle est peut-être un peu sobre pour ce public. Je t'avais pourtant bien précisé que le dîner de répétition exigeait une tenue de cocktail chic, non? Ma robe était une simple robe fourreau noir. Élégante, appropriée, chère, en fait, même si je n'avais jamais mentionné le prix à personne. La robe de Véronica, je l'ai remarqué, était en soie bleu glacier ornée de perles de cristal. Le genre de robe qu'on porte quand on veut faire sensation. J'ai du mal comprendre, ai-je dit. Patricia m'a tapoté le bras. De toute façon, tu es là pour travailler. Personne ne te regardera vraiment. Elle est retournée à la table d'honneur où Marcus était déjà installé. Véronica a ri à une remarque de Jonathan, sa main posée nonchalamment sur le dossier de la chaise de Marcus. Les tables se sont remplies. 80 invités, tous choisis parmi le cercle social de la famille Sterling et le réseau soigneusement entretenu de la famille Chen. De la vieille fortune, de la nouvelle fortune qui essayait de paraître vieille. Des gens qui mesuraient leur valeur en adhésion à des clubs et en poste au conseil d'administration d'organismes caritatifs. Je suis resté près de l'entrée de la cuisine, mon bloc-notes à la main, à observer. Le responsable du traiteur s'est approché, l'air perplexe. « Madame Chen, nous avons votre place réservée à la table 2, mais Madame Chen père insiste pour que vous coordonniez ce soir. »« C'est Mademoiselle Russo. »« En fait, dis-je doucement, je vais rester debout pour l'instant. »« Merci. » Le service du dîner commença. Les plats s'enchaînèrent. Patricia se leva pour porter un toast à la famille Sterling, louant l'union parfaite de Lily et Jonathan et remerciant chacun d'être venu célébrer ce beau mariage. « La famille, c'est sacré, » déclara Patricia, sa voix résonnant sur toute la terrasse. « Et ce soir, nous célébrons non seulement l'union de Lily et Jonathan, mais aussi celle de deux familles qui partagent les mêmes valeurs, la tradition, l'excellence et la conscience de sa place dans le monde. » Elle me regarda droit dans les yeux en prononçant ces derniers mots. « À votre place, » ont applaudi les invités. Marcus rayonnait. Véronica lui a chuchoté quelque chose à l'oreille qui l'a fait rire. J'ai posé mon bloc-notes et me suis dirigé vers le micro. Le silence s'est fait dans la salle. Le sourire de Patricia s'est figé. Je voudrais porter un toast, ai-je dit d'une voix posée. Calme. J'avais répété ces mots mentalement pendant 3 mois, mais je ne les avais jamais prononcés à voix haute jusqu'à cet instant. À Lily et Jonathan, que votre mariage soit fondé sur l'honnêteté et le respect. Puissiez-vous toujours savoir exactement à qui vous tenez. J'ai levé ma flûte de champagne, celle qu'un serveur m'avait tendue quelques instants auparavant. À Patricia, puissiez-vous toujours recevoir ce que vous avez mérité. Je me suis tourné vers Marcus, nos regards se sont croisés, et vers mon mari, j'ai retiré mon alliance, l'anneau en platine orné d'un modeste diamant que je portais depuis 6 ans, la bague que j'avais acceptée lorsque Marcus m'avait demandé en mariage sur une plage de Montauk, à l'époque où je croyais encore aux contes de fées. Je laissai tomber le verre dans la flûte de champagne avec un léger tintement. Profitez de votre liberté. Je posai le verre sur la table d'honneur, juste devant le siège vide de Patricia. La terrasse s'anima de murmures confus. Quelqu'un laissa échapper un cri d'effroi. Marcus se leva si brusquement que sa chaise bascula en arrière. « Elena » commença-t-il, le visage blême. « Qu'est-ce que tu es ?» « J'ai terminé » dis-je simplement. Je me dirigeai vers la sortie. Sans courir, sans fuir, marchant simplement d'un pas mesuré, comme lorsque je quittais un tribunal après une plaidoirie réussie. Patricia me rattrapa aux porte-fenêtres. « Tu n'as pas intérêt à faire un scandale » siffla-t-elle en me saisissant le bras. « Tu te rends compte de ce que tu viens de faire devant les Sterling. Devant tous ceux qui comptent dans cette ville. » Je regardai sa main sur mon bras, puis son visage. « Je te conseille de me lâcher, » dis-je doucement. « Ou quoi ?» Le rire de Patricia fut strident.
Tu vas piquer une crise. Pleurer. Rentrer en courant dans ton petit appartement. Où comptes-tu aller, Elena? Derrière elle, Marcus se frayait un chemin à travers la foule. Véronica le suivait, l'air soucieux. Le gérant du club, Monsieur Harrison, apparut à mes côtés. Il travaillait à Sterling Heights depuis 30 ans. Patricia aimait se vanter. Il connaissait tout le monde. Il connaissait les règles. Madame Chen, dit-il prudemment en s'adressant à Patricia. Nous devons parler de la facturation de l'événement de ce soir. Patricia ne le regarda même pas. Pas maintenant, Harrison. Envoyez-la à mon domicile comme d'habitude. C'est justement le problème, Madame Chen. La facturation doit être adressée au membre principal. Mademoiselle Russo a transféré l'adhésion à son nom ce matin. Patricia relâcha son emprise sur mon bras. Quoi? L'adhésion de votre famille était à renouveler il y a 60 jours, poursuivit Harrison d'un ton professionnel et neutre. Le délai étant dépassé sans paiement, elle a été mise aux enchères conformément au statut du club. L'offre de Mademoiselle Russo a été acceptée il y a 3 semaines. Le transfert a été finalisé aujourd'hui. J'ai vu le visage de Patricia passer par la confusion, l'incrédulité, puis l'horreur naissante. C'est impossible, murmura-t-elle. C'est mon club. Mon mari l'a fondé. Votre défunt mari en était le membre principal, dit Harrison d'une voix douce. L'adhésion nécessitait un renouvellement dans les délais impartis. Le club a tenté de vous contacter à plusieurs reprises. Patricia me regarda. Vraiment. Elle me regarda pour la première fois de la soirée. Vous, souffla-t-elle. Vous avez racheté mon adhésion. J'ai racheté une adhésion, corrigeai-je. Ton autorisation a expiré. Et en tant que membre principal, je dois approuver toutes les autorisations pour les événements futurs, y compris la réception de mariage la semaine prochaine. Marcus nous avait déjà contactés. Elena, arrête ça. Quoi que tu penses, je ne pense pas, Marcus, je le sais. J'ai sorti mon téléphone, ouvert l'application de messagerie et tourné l'écran vers lui. Ses propres mots, envoyés à sa mère et à sa sœur il y a 3 mois. Je m'occuperai de tout après le mariage. Son visage s'est décomposé. Tu as fouillé dans mes emails. Tu les as transférés sur notre iPad familial, ai-je dit. Celui que nous partageons, celui que tu utilises pour commander les courses. Tu peux toujours expliquer à ton avocat en quoi c'est une atteinte à la vie privée. David qui m'est alors apparu, au moment opportun, portant une sacoche en cuir. Il attendait dans la bibliothèque du club, prêt à recevoir mon signal. Marcus Chen, a dit David formellement, c'est pour toi. Il a tendu une enveloppe Kraft à Marcus. Marcus l'a ouverte d'une main tremblante. Je l'ai regardé lire la première page, puis la deuxième. Il est devenu livide. C'est une plainte, dit-il d'une voix faible. Pour harcèlement sexuel au travail. 3 plaintes distinctes ont été déposées auprès du service des ressources humaines de votre entreprise au cours des 18 derniers mois, confirma David. Toutes ont été étouffées par votre chef de service. Toutes sont maintenant soumises au conseil d'administration avec des preuves à l'appui. Le conseiller juridique de l'entreprise a été informé. Je n'ai jamais. Commença Marcus. Ces plaintes ne vous concernent pas. J'ai dit qu'elles vous visaient. Création d'un environnement de travail hostile, relations inappropriées avec des subordonnés. Abus de votre position pour faire pression sur les employés et les réduire au silence. Véronica resta immobile derrière lui. Le conseil d'administration de votre entreprise a reçu le dossier complet cet après-midi, poursuivit David, ainsi que des preuves de violation du règlement intérieur suffisamment graves pour déclencher la clause de moralité de votre contrat de travail. Il se tourna vers Patricia et sortit une deuxième enveloppe. Madame Chen, ceci est pour vous. Patricia ne la prit pas. David lut sur la table voisine. Le fisc a reçu un signalement concernant des irrégularités financières au sein de la Fondation Chen pour l'éducation artistique, et plus précisément $200 000 de fonds caritatifs détournés sur une période de 5 ans. Vos relevés bancaires personnels ont été requis. L'enquête commence. Lundi. Patricia porta la main à sa gorge. C'est absurde. Je n'ai rien fait de mal. La Fondation a toujours.
Le comptable de la fondation coopère avec les enquêteurs fédéraux depuis 2 semaines. David a dit que son témoignage était très détaillé. Je les ai observés tous les deux. Marcus serrait sa plainte contre lui. Patricia était figée, sous le choc. C'était le moment que je préparais depuis 3 mois. Mais il manquait un élément. Véronica s'avança. Sa robe bleu glacier captant les lumières de la terrasse. Elle regarda Marcus, puis moi. « Je dois dire quelque chose, » dit-elle doucement. Patricia lui attrapa le bras. Véronica n'ose même pas y penser. Patricia m'a payé, dit Véronica plus fort maintenant. Les gens écoutaient. Le dîner de répétition était devenu silencieux. Tout le monde tendait l'oreille. Elle me paie depuis 8 mois pour que j'harcèle Marcus, pour faire passer Elena pour une incapable afin de créer un motif de divorce qui protégerait le patrimoine familial. Marcus la fixa. Quoi? J'ai tout enregistré, continua Véronica. Ses mains tremblaient, mais sa voix était assurée. Chaque conversation, chaque paiement, chaque... Lors de la séance de préparation, Patricia m'a dicté ma tenue, mes paroles, et comment vous faire croire que l'idée venait de vous. Mon avocat a tout transmis à l'équipe juridique d'Elena il y a 3 semaines. Elle m'a alors regardé. Je coopère avec les autorités en échange de l'immunité. Je sais que ça n'excuse rien. Je sais que je vous ai blessé, mais je voulais que vous sachiez la vérité. Patricia s'est jetée sur elle, mais Harrison et un autre membre du personnel se sont interposés avec aisance. « Madame Chen, je vais devoir vous demander de quitter les lieux, » a déclaré Harrison. « Mademoiselle Russo vous retire immédiatement vos privilèges d'invité. » Privilèges d'invité. La voix de Patricia s'est transformée en cri. « C'est mon club. J'y suis membre depuis 30 ans. » « Vous étiez membre, » a corrigé Harrison avec douceur. « Votre adhésion a expiré il y a 7 semaines. L'événement de ce soir avait été autorisé par Mademoiselle Russo à titre exceptionnel. Cette autorisation est retirée. La sécurité est apparue. Sans fracas, sans brutalité. Juste 2 hommes en blazer qui se tenaient respectueusement aux côtés de Patricia, attendant. Il me regarda avec une haine pure. Espèce de petite peste vindicative. Peste et mots, dit David d'une voix calme. Il y a des témoins partout. Et la diffamation est passible de poursuite. Patricia se tut brusquement. Elle se retourna et se dirigea vers la sortie, la tête haute même escortée par les agents de sécurité. Des années d'éducation, elle gardait le dos droit, même dans l'humiliation. Marcus resta figé, tenant toujours la plainte. « Elena, s'il te plaît, on peut en parler. Quoi que tu penses qu'il se soit passé avec Véronica, ce n'est pas vrai. J'ai 8 mois de relevé d'hôtel, dis-je. Relevé de carte de crédit, SMS, photos, une preuve numérique à faire pleurer de joie un procureur. » Je m'approchai, baissant la voix pour que lui seul m'entende. « Tu m'as traité de honte, Marcus. Tu as tout manigancé pour me rabaisser, pour que tout le monde me voie comme une moins que rien, une bonne à rien, une intruse. » Je désignai la terrasse, les 80 clients qui nous observaient. « Alors, je t'ai laissé faire. J'ai porté la robe que tu n'aimais pas. Je suis resté là, le bloc-notes à la main. J'ai souri pendant que votre mère présentait votre maîtresse à nos amis. Je vous ai laissé vous engager pleinement et totalement à montrer à tous qui vous êtes vraiment. » Les yeux de Marcus étaient humides. « Je t'aimais. » Au passé. J'ai noté. Exact. Je me suis retourné pour partir. David s'est laissé glisser à mes côtés. « Oh » ai-je dit en m'arrêtant à la porte. « Une dernière chose. » J'ai jeté un dernier regard à Marcus, à la foule, à Lily qui pleurait sur l'épaule de Jonathan, à la maison de Newport, la maison de vacances qui appartient à la famille Chen depuis 3 générations, celle pour laquelle Patricia avait contracté une 2e hypothèque l'année dernière lorsque les comptes de la fondation étaient au plus bas. Patricia, escortée vers les portes du fond, s'est figée. La banque a entamé une procédure de saisie hier. Mon cabinet représente le prêteur. Notre SARL a remporté l'appel d'offres cet après-midi. La signature est prévue pour vendredi prochain. J'ai alors souri. Un sourire ni triomphant, ni cruel, juste paisible. Je vous contacterai pour organiser le déménagement de vos effets personnels. Vous aurez 30 jours.
Je suis sortie du Sterling Heights Country Club la tête haute. Derrière moi, le dîner de répétition s'est transformé en chaos. Des murmures s'élevaient des invités. Lily sanglotait. Les parents de Jonathan se précipitaient vers la sortie, le visage crispé par la gêne. Le voiturier m'a ramené ma voiture, pas le SUV Mercedes que Marcus avait insisté pour que nous louions, car les apparences comptent. Ma propre voiture, ma Honda Civic de 10 ans que j'avais gardée de mes études de droit, payée et fiable à mes yeux. Je suis rentrée chez moi, pas à la maison de ville que Marcus et moi partagions. J'avais déménagé mes affaires il y a 3 semaines, un peu chaque jour pendant qu'il travaillait. Je logeais dans un hôtel de charme à Brooklyn, celui près du café où j'avais l'habitude de réviser pour le barreau. En rentrant, David m'a appelé alors que je traversais le pont. « Ça s'est bien passé », a-t-il dit d'un ton sec. « Ah bon, Elena ? Tu viens de réaliser le démantèlement le plus complet, professionnel et personnel que j'ai vu en 30 ans de pratique. » « Oui, ça s'est bien passé. » J'ai ri. C'était étrange après tant de tensions, comme relâcher un souffle que je retenais depuis des mois. Et maintenant, Marcus sera probablement licencié dans la semaine, une fois que le conseil d'administration aura examiné les plaintes pour harcèlement. L'enquête concernant l'association caritative de Patricia prendra des mois, mais le fisc est très méticuleux. Les répercussions sociales seront à elles seules dévastatrices, et votre divorce se déroulera dans une position très favorable. Quant à Véronica, son accord de coopération est solide. Elle témoignera si nécessaire, mais je doute que l'affaire aille jusqu'au procès. Les avocats de Marcus insisteront pour un règlement à l'amiable. Je me suis garée sur le parking de l'hôtel, moteur tournant. « David, suis-je allé trop loin ?» Un long silence s'ensuivit. « Ils t'ont humilié publiquement, » dit-il finalement. « Ils ont essayé de te faire disparaître en utilisant tes compétences, ton travail, ton intelligence pour redorer leur image. Ils t'ont traité de domestique et s'attendaient à ce que tu en souris. » Nouveau silence. Tu leur as simplement montré à quoi ressemble une véritable personne serviable. Et ce qui arrive quand on dénonce la personne qui sait où sont tous les cadavres. 6 mois plus tard, je me tenais dans mon nouveau bureau. Pas vraiment nouveau pour moi. Un immeuble neuf. Au 23e étage. Des fenêtres d'angle donnant sur le sud de Manhattan. Mon nom en lettres de laiton sur la porte. Elena Russo, associée. Le cabinet m'avait promu après l'importante médiatisation de l'affaire Chen, et non à cause des détails personnels sordides. Le triomphe professionnel. Une jeune avocate qui avait monté un dossier en béton, tout documenté avec soin et exécuté la procédure à la perfection. Mon agenda était complet. Des consultations avec des femmes qui avaient trouvé mon nom dans des articles sur l'affaire. Des femmes aux prises avec des mariages toxiques, des violences financières, des familles qui les rabaissaient. Je m'étais spécialisée, presque malgré moi, dans l'accompagnement des victimes. Mon assistante frappa. « Mademoiselle Russo, votre rendez-vous de 14 heures est arrivé. » Je la fis entrer. Patricia Chen entra dans mon bureau. Elle avait pris un coup de vieux en 6 mois. La femme mondaine et sûre d'elle avait laissé place à une femme plus petite, aux cheveux grisonnants. Elle portait un chemisier simple et un pantalon. Pas de bijoux, à part une montre. Ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon simple. « Merci de me recevoir, » dit-elle doucement. Je lui désignai la chaise en face de mon bureau. « Veuillez vous asseoir. » Elle s'assit avec précaution, son sac à main sur les genoux, le même sac de créateur qu'elle portait au dîner de répétition. J'ai remarqué une des rares choses qu'elle avait conservées. « Je suis ici pour le poste d'assistant juridique. » Elle a dit. J'avais publié l'offre d'emploi il y a 3 semaines. Poste de débutant, salaire compétitif pour une personne sans expérience juridique, travail minutieux, respect strict du protocole exigé. Je savais qu'elle postulerait. David m'avait prévenu. Patricia avait perdu tous ses mandats au sein des conseils d'administration d'organismes de bienfaisance. Son cercle social s'était évaporé du jour au lendemain. L'enquête du fisc avait entraîné des amendes et des dédommagements qui avaient épuisé ses économies. Ses amis l'avaient abandonnée dès que le scandale avait éclaté. La seule offre qu'elle avait reçue en 6 mois provenait d'un cabinet qui ignorait tout son parcours. « Mon cabinet ? Votre CV indique que vous avez de l'expérience en administration d'organismes à but non lucratif.
J'ai répondu, oui. Sa voix n'était qu'un murmure. Avant la fondation, je gérais les relations avec les donateurs pour plusieurs organisations. Et vous comprenez qu'il s'agit d'un poste de débutant. Classement, relecture de documents, soutien à la recherche documentaire. Je comprends. Je l'ai observé. Cette femme qui avait souri d'un air narquois en me tendant ce bloc-notes, qui avait installé la maîtresse de son fils à la table familiale, qui m'avait traité de honte. Le poste requiert quelqu'un. Soucieuse du détail, dis-je lentement. Quelqu'un qui suit les instructions à la lettre, quelqu'un qui connaît sa place dans la hiérarchie professionnelle. Ses mains crispées sur son sac à main. Elle croisa mon regard. Je connais ma place, dit-elle. Je fis glisser le contrat de travail sur mon bureau. Conditions standards, salaire, avantages sociaux, période d'essai, rien d'inhabituel, rien de punitif, rien d'autre que la réalité. Patricia Chen, ancienne reine de la haute société, désormais sous les ordres de la belle-fille qu'elle avait tenté de détruire. Le salaire est correct pour un poste de débutant, dis-je. Les avantages sociaux sont compétitifs. Les attentes sont élevées. Patricia prit le stylo d'une main tremblante. Je travaillerai dur, dit-elle. Je ferai mes preuves. J'en suis sûre. Elle signa 3 exemplaires. Sa signature était différente de celle que j'avais vue sur tous ces documents d'associations caritatives. Plus petite, moins assurée. Je signai également, contresignant en tant que sa supérieure directe. Bienvenue dans l'équipe, Patricia. Vous commencez lundi à 8 heures, tenue décontractée. Elle se leva, serrant contre elle son exemplaire du contrat. Merci, mademoiselle Russo. Elena va bien, dis-je. Nous sommes collègues maintenant. Elle partit. Je la regardai se diriger vers l'ascenseur. Les épaules droites, la tête baissée. Mon téléphone vibra. Un message de David. J'avais entendu dire qu'elle avait accepté le poste. Tu en es sûr, lui répondis-je. Absolument sûr. Parce que voilà ce qu'il y a avec la vengeance. La plus douce n'est pas la destruction. Ce n'est pas de voir quelqu'un s'effondrer. Ce n'est même pas une question de souffrance. C'est de reprendre le contrôle de sa vie. C'est de construire quelque chose de si fort, de si réussi, de si indéniablement vôtre, que ceux qui tentent de vous rabaisser n'ont d'autre choix que de reconnaître ce que vous êtes devenu. Patricia Chen classerait mes documents. Elle relirait mes notes. Elle répondrait à mes appels et organiserait mes réunions. Et chaque jour, elle se rappellerait que la fille qu'elle avait qualifiée de honteuse était désormais celle qui signait ses chèques de paie. Le bloc-notes était censé me remettre à ma place. Elle avait raison. Ma place n'a jamais été à leur table, à servir leur version des faits, à me contenter de leurs miettes. Ma place était ici, à mon bureau, dans mon propre espace de travail, à bâtir mon propre héritage. Et parfois, la meilleure vengeance n'est pas de les faire souffrir, mais de les laisser vous voir réussir. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau la ville en contrebas. Quelque part là-bas, Marcus était probablement à son nouveau travail, un poste intermédiaire dans un cabinet plus petit. Plus de noms de famille pour ouvrir des portes. Plus de filets de sécurité grâce à l'héritage après le partage égal des biens lors du divorce. Lily avait reporté son mariage Sindai. La famille de Jonathan avait discrètement rompu leurs fiançailles 3 semaines après le scandale du dîner de répétition. Véronica avait déménagé en Californie. Son accord d'immunité lui offrait un nouveau départ, loin du chaos qu'elle avait contribué à créer. Et moi, j'avais mon nom sur la porte. Des dossiers importants. Des clients qui avaient besoin de quelqu'un qui comprenne ce que c'est que d'être sous-estimé. Mon téléphone a sonné. Une consultation pour un nouveau client. J'ai répondu comme d'habitude.